d'ardoise des maisons autour du vieux bassin, et à la lumière qui inspira les peintres Boudin ou Pissarro. À l'entrée de Deauville, la station balnéaire la plus connue de Normandie, un panneau indique « Paris, 200 km ». C'est sans doute cette proximité qui fait du Deauville de Sagan ou le Louche le lieu pour jouer, danser, s'amuser comme dans la capitale, avec la plage en plus. Sur les plages de Normandie s'écrivit aussi l'histoire le 6 juin 1944. Devant Sword, Juno, Gold, Utah et ici Omaha Beach, plus de 5000 navires déchirèrent la brume pour la plus grande opération amphibie de l'histoire. Vous partez maintenant pour la grande croisade, en vue de laquelle nous nous sommes préparés depuis de longs mois. Les espoirs et les prières des hommes du monde entier vous accompagnent. Ainsi s'adressa à ces hommes le général Eisenhower ce matin-là. Sous le feu d'enfer des défenseurs allemands, au milieu des champs de mines, devant les blocos cyclopéens, les soldats américains tombèrent par milliers, et on frôla le désastre total. Il fallut un surcroît de bravoure aux troupes d'assaut, notamment aux Rangers, qui s'emparèrent d'une batterie au sommet des falaises de la pointe du Hoc. Leur héroïsme fut tel que ce site a été concédé à perpétuité aux États-Unis. Tant d'hommes perdirent la vie dans ces combats de Normandie. Au cimetière de Colleville-sur-Mer, sous les croix alignées, reposent 9836 soldats américains. 1500 autres, dont les corps ne furent jamais retrouvés, sont honorés par un mémorial. Du cimetière, en contrebas, on aperçoit Omaha Beach. Bayeux, première ville normande libérée en 1944, conserve le souvenir d'une autre expédition à travers la Manche, menée par le duc de Normandie Guillaume Ier. Il y gagnera le surnom de conquérant, plus glorieux que celui dont on l'affublait jusque-là, Guillaume le Bâtard. En 1066, Guillaume débarque dans le Sussex avec 6000 chevaliers et hommes d'armes et écrase bientôt le roi Harold à la bataille d'Hastings. En quelques années, Guillaume soumet toute la Grande-Bretagne, inaugurant ainsi 8 siècles de rivalité franco-britannique. C'est cette épopée guerrière que raconte la tapisserie de la reine Mathilde. Les côtes de mailles qui scintillent, le choc des épées sur les aumes, les chevaux fous, tout est là. 70 mètres d'une broderie contemporaine des faits, comme une chanson de gestes en images. On y aperçoit aussi une petite colline, cernée par les flots. C'est le Mont Saint-Michel. Cette petite île était déjà sacrée pour les Celtes, mais c'est en 709 qu'elle devint un lieu de culte chrétien. Cette année-là, l'évêque Aubert y consacra à l'archange Michel une première chapelle. Au fil des siècles, la construction s'agrandit, s'enrichit, et elle devint la plus influente abbaye bénédictine de France. Ce fut aussi une forteresse imprenable. Durant la guerre de 100 ans, les Anglais s'étaient emparés de tous les bourgs et les places fortes de la région entière. Le Mont Saint-Michel, lui, repoussa tous leurs assauts. Aujourd'hui, l'îlot est un des sites les plus visités au monde. Officiellement, il ne compte pourtant pas même 100 habitants. Pour construire l'abbaye, la nature proposait aux architectes un singulier défi. Il fallait composer avec l'étroitesse et l'escarpement des lieux. Tout serait donc vertical,
tendue vers le ciel. Un monastère bâti sur 3 niveaux, la Merveille, fut ajouté à l'église au début du XIIIe siècle. Au niveau supérieur, dans le cloître, les arcades du déambulatoire symbolisent les 4 rivières du paradis. La vie monastique s'est perpétuée sans heurts jusqu'à nos jours. Il y a donc plus de 1000 ans que l'abbaye du Mont-Saint-Michel est occupée par les moines. Au niveau inférieur, la grande salle gothique, dite salle des chevaliers, abritait les défenseurs de l'île. Le secret de la construction de l'abbaye se livre sous l'église. D'énormes piliers et une série de cryptes transfèrent le poids de l'édifice au soubassement. L'ensemble de la structure double la hauteur de l'île. La quête spirituelle et la curiosité artistique, aussi nobles soient-elles, ne sauraient faire oublier aux visiteurs les nourritures terrestres. Et le mont peut s'enorgueillir d'une spécialité mondialement célèbre, l'omelette de la mère Poulard. La marée peut atteindre ici 15 mètres d'amplitude, et quand elle monte, c'est à une allure foudroyante. Comme un cheval au galop, dit-on. Sur l'autre rive de la baie commencent les côtes de Bretagne. Cette province celtique fut rattachée à la France au XVIe siècle, et dès lors, lui donna l'essentiel de ses marins. Depuis toujours, les Bretons vont en mer pour puiser dans ses richesses et en tirer leur subsistance. Mais parfois, c'est à leurs pieds même qu'elle dispense ses largesses. Ici, à Cancale, on se consacre passionnément aux huîtres depuis l'époque gallo-romaine. Creuses ou plates, selon les goûts de chacun, leur saveur, paraît-il, est exceptionnelle. On peut d'ailleurs en juger sur place, car dans les cafés du port se déguste la récolte du jour. Saint-Malo est le plus célèbre des ports bretons, et ses navires, de guerre ou de commerce, cinglèrent sur toutes les mers du monde. C'est ici qu'appareilla en 1533 Jacques Cartier, qui découvrit pour le roi de France le lointain Canada. Plus tard, ce sont les briques et les goélettes des corsaires, ces francs-tireurs de la marine royale, qui enrichirent le port de leur prise. C'est d'ici enfin que s'élancèrent tant de Terre-Neuva, pour d'interminables et périlleuses campagnes de pêche à la morue. Derrière les remparts, qui datent par endroits du XIIe siècle, s'étend une ville de granit minutieusement reconstruite après les graves dommages de la Seconde Guerre mondiale. À quelques encablures du chemin de ronde, le rocher du Grand B porte le tombeau de Chateaubriand, face au large. En bon malouin, l'écrivain avait commencé sa carrière en guerroyant aux Amériques.